Mon invité, Mathieu Bock-Côté, sociologue, souverainiste, chroniqueur au Journal de Montréal. Et on peut dire loyal et fidèle à Pierre-Carl Péladeau, Mathieu Bock-Côté? Non, je ne pense pas qu'on peut dire ça. Non. Il s'agit simplement d'analyser la situation. Bon. La loyauté et la fidélité sont pour ses employés. Quant à moi, je suis analyste là-dedans. Et même pas un ami de M. Péladeau. Bon, l'amitié, oui. La loyauté politique, c'est autre chose. Bon, alors on va en parler. Mais qu'est-ce que vous comprenez de la motion d'aujourd'hui, à savoir qu'un actionnaire majoritaire dans une entreprise médiatique ne peut pas être à la fois député? Est-ce que vous voyez dans cette motion une sorte d'ouverture de compromis? Il suffirait que M. Péladeau devienne actionnaire minoritaire, qu'il place tout ça dans une fiducie sans droit de regard? Je crois que c'est le contraire d'une ouverture. C'est-à-dire, on arrive dans une situation assez singulière où l'Assemblée nationale décide de modifier ses règles, modifier son règlement, modifier son code d'éthique pour exclure sciemment un de ses membres. D'ailleurs, vous avez la bonne formule quand vous parlez d'une motion PKP. On cherche à dissimuler cette motion derrière une réflexion plus large sur la démocratie, le rapport entre médias et politique, et ainsi de suite. Alors que dans les faits, il s'agit surtout en ce moment d'exclure du jeu politique une personnalité qui compromet plusieurs intérêts, à la fois au PQ, au Parti libéral et à la CAQ. Mais est-ce que c'est pas un peu le verre à moitié vide, à moitié plein? Ça dépend de quel bord on regarde la situation, parce que n'y a-t-il pas un problème réel de voir un magnat de presse investir le monde politique et qu'une fiducie sans droit de regard ne semble pas suffisant aux yeux de bien des gens, pas seulement le monde politique partisan, là, mais aux yeux de gens à l'extérieur? Bien, je dirais, ne semble pas suffisant. Ça dépend le point de vue de qui. C'est-à-dire, par exemple, le Conseil du patronat aujourd'hui semble dire ça ne nous semble pas insuffisant. Plusieurs personnalités vont nous dire il y a quelque chose d'insensé à l'idée de demander à des figures, par exemple, du monde des affaires ou d'ailleurs, d'arriver en politique, mais pour cela, ils doivent s'arracher à leur vie antérieure. Et dans le cadre de Québécois, on sait que c'est une entreprise familiale, on sait qu'il y a une dimension affective là-dedans, et la fiducie sans droit de regard semblait justement le compromis. Alors, si on demande un compromis supplémentaire au compromis, et ça nous ramène à la question fondamentale, je crois, qui est la question politique, c'est-à-dire trois intérêts là-dedans. D'abord, l'intérêt de Jean-François Lisée, on l'a vu, qui cherche finalement à devenir le candidat de ralliement anti-PKP au Parti québécois, quitte quelquefois à voir la politique de la terre brûlée, les intérêts de la CAQ, qui nous disent finalement, on voit très bien que Pierre-Carl Péladeau est celui qui peut rafler finalement notre électorat, et c'est inquiétant, et finalement les intérêts du Parti libéral qui voit émerger et veut contenir un chef souverainiste potentiel. Mais au-delà de la question partisane, c'est peut-être la tempête parfaite, me direz-vous, il reste qu'il y a un problème réel de fond. L'entreprise de presse très concentrée, très convergente québécois, des pratiques qui sont bien connues depuis un certain nombre d'années, voir cette entreprise de presse investir, si on veut, le monde politique. Pourquoi croire que l'influence ne jouerait pas sur les médias dans la mesure où déjà l'entreprise, par la concentration et la convergence, a servi ses intérêts commerciaux? Bien, je reformulerai ça, c'est-à-dire, vous me parlez, c'est pas une entreprise de presse qui s'investit en politique en ce moment, c'est un homme qui s'investit en politique en marquant justement une différence par la fiducie sans droit de regard entre sa personnalité singulière et les intérêts de son entreprise. Et j'en arrive à cette idée, cela dit que si on décide de traiter les médias, il faut traiter cette question-là de manière beaucoup moins abstraite. Très concrètement, et je me permets de le dire, vous regarderez par exemple le Journal de Montréal, j'en sais quelque chose pour y collaborer. Dans ce journal, où par ailleurs il y a une figure, bon, M. Péladeau y est lié d'une manière ou de l'autre, la diversité idéologique et politique dans ce journal est infiniment plus grande que dans les autres quotidiens au Québec. Alors c'est assez singulier que dans ce journal qu'on croit sous influence politique, la diversité idéologique et politique soit plus grande qu'ailleurs. C'est pas un détail, madame. Mais si André Desmarais de Jessica, de Power Corporation, devenait chef du Parti libéral. Si Rupert Murdoch, le fameux magnat de presse australien, mais aussi qui possède beaucoup de journaux en Grande-Bretagne, remplaçait David Cameron du jour au lendemain, vous tiendriez le même discours? Je crois qu'il faut situer les choses en contexte, dans les circonstances. La question, c'est la question, c'est comment s'assurer qu'il y a une indépendance. Parce que la question éthique n'est pas nulle. Ce n'est pas insensé, la question éthique, dans les circonstances. Effectivement, s'il contrôlait encore ces médias à temps plein, ça serait insensé, il faut bien le dire. Mais l'idée, c'est de trouver justement une manière de dissocier entre les intérêts privés, le temps qu'ils s'engagent en politique, et cela dit, l'idée que ça n'implique pas un arrachement complet. Alors, j'en reviens à ça. Est-ce que Pierre-Carl Péladeau, dans les circonstances, est-ce que le compromis de la fiducie sans droit de regard est un compromis suffisant? Pour plusieurs, ce l'est, pour d'autres, ce ne l'est pas. Et je crois que justement, cette divergence ici, elle n'est pas d'abord éthique, elle est politique. Oui, mais en même temps, l'apparence de conflit d'intérêts a été soulevée par plusieurs, sachant que M. Péladeau, la vie politique étant éphémère, pourrait revenir dans son entreprise avec le plein contrôle. Vous disiez, M. Péladeau, dans ses médias, a des gens qui partagent ses opinions. Et surtout d'autres qui ne les partagent pas. Vous lirez simplement mais tous les gens qui sont là sont nommés, ont été là souvent,
nommé alors qu'il était en plein contrôle de son entreprise. Mais je refais, c'est que si vous situez la question ainsi et si vous la dépolitisez, parce que je crois que c'est la faille, vous me permettrez, l'angle mort de votre analyse, c'est que je pose des questions. Là, d'accord, vos questions. L'angle mort de vos questions, c'est qu'il y a, je crois, vous dépolitisez cette question. On oublie en ce moment qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire, c'est comme je le dis, cette espèce de convergence, vous avez parlé d'une tempête parfaite, c'est probablement la bonne formule, en différents intérêts, dans les trois partis, j'insiste, dans les trois partis. C'est comme si vous étiez aveugle face aux problèmes réels, de voir que c'est un cas unique, et les gens se demandent, est-ce que les péquistes sont aveugles, ils font tous bloc, alors qu'ils ont tellement demandé des mesures pour David Wissel et d'autres au Parti libéral, est-ce qu'ils ne font pas du deux poids, deux mesures? J'en sais rien. Pour les péquistes, dans les circonstances, peut-être le font-ils. Je vous livre mon analyse qui n'est pas celle des péquistes. Mon analyse dans les circonstances est la suivante. J'essaie simplement de comprendre comment un système politique en ce moment cherche à faire bloc. Parce qu'il fait bloc en ce moment, c'est une partie de ce système politique pour contenir l'émergence d'une figure que l'on croit, à tort ou à raison, ça reste à voir, une figure d'exception. Je vais avoir la balle réducteur de penser que ce ne sont que pour des raisons politiques qu'on fait ça. Mais un instant, je ne dis pas que les autres raisons ne sont pas là. Je dis simplement que ma contribution à cette analyse, ça tient à rappeler la dimension politique qui me semble étonnamment absente de plusieurs analyses. Plusieurs se dissimulent, je crois, dans une forme d'absolutisme éthique, dans une espèce de culte religieux d'une vertu majusculaire, et on laisse de côté quoi? On laisse de côté l'analyse concrète des rapports de force. Mais rapport de force, justement, d'un homme qui exerce le contrôle sur un empire de presse, qui investirait le pouvoir politique, mais qui ne l'exercera plus. Mais qui a une fiducie sans droit de regard, avec l'apparence de conflit d'intérêts pour plusieurs, et ce que Jean-François Lisée appelle la bombe à retardement. Et M. Couillard ajoute aujourd'hui, c'est peut-être le choix personnel. M. Couillard ne semble pas vouloir aller vers une loi, une modification de loi, choix personnel. Pensez-vous que M. Pellado pourrait exaspérer, claquer la porte? Ah, ça me paraît pas impossible. C'est-à-dire, il va être placé si, imaginons que le règlement de l'Assemblée nationale soit changé, le code d'éthique soit changé, et qu'il doit véritablement faire ce choix, ça va être à lui, à partir de là, de faire son choix. Et personne ne sait, je vous avouerai, personne ne sait en ce moment ce qu'il choisira. Voilà pourquoi je dis dans les circonstances, il tranchera, mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'on cherche à le forcer à trancher. Et rappelez-vous que lorsqu'il s'est présenté à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'est présenté aux élections, ce code d'éthique, il n'avait pas été changé. On est en train de faire une loi personnelle pour exclure de manière personnelle un député en particulier. C'est une idée singulière de la démocratie. Alors, je vais poser la question à Pierre Trudel dans un instant parce que c'est un cas unique, inédit, je n'avais pas prévu et il faut voir si c'est une question de droit et de politique. Je vais le voir avec Pierre Trudel dans un instant. Mathieu Bocoté, merci. Au plaisir. Merci. Je ne peux pas, moi, comparer